Bienvenue à la série de webinaires de l'OSANO. Je suis coordinatrice d'engagement de l'OSANO et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, nous allons explorer le sommeil, l'insomnie, le rôle des somnifères et des approches non pharmaceutiques pour atteindre un bon sommeil. Le docteur Gardner va parler d'enjeux comme les difficultés pour s'endormir, rester éveillé, les risques des somnifères et des alternatives efficaces. La qualité de notre sommeil est essentielle pour notre bien-être. La recherche montre que quand les aidants naturels prennent mieux soin d'eux-mêmes, tout le monde se voit avantagé. Alors, comment améliorer notre sommeil? Espérons que ce webinaire puisse vous aider. C'est un plaisir de vous présenter l'orateur d'aujourd'hui, le docteur David Gardner, qui enseigne des étudiants de médecine et des médecins aussi à Dalhousie pendant très longtemps. Dernièrement, il s'est concentré à la recherche pour développer des améliorations dans les soins de santé et en particulier l'insomnie. Il veut réduire l'utilisation des somnifères et augmenter l'utilisation de la TCCI. Vous ne connaissez pas ce terme, mais vous le comprendrez au bout de ce webinaire. Bienvenue, le docteur Gardner. Merci beaucoup. Je veux vous donner un peu d'antécédents avant de continuer. Donc, je suis professeur, comme le dit le titre de la diapo, dans le département de psychiatrie au collège de pharmacie à Dalhousie, ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ça fait très longtemps que nous avons déménagé de l'Écosse à Kingston, Ontario. Donc, j'ai grandi en fait en Ontario et je suis finalement allée à l'université à Toronto. J'ai vécu et j'ai travaillé à Toronto pendant des années avant de retourner à l'école et faire du travail de diplômé à l'Ouest et prendre de différents emplois. Donc un mélange de choses. Donc dans ma vie quotidienne, il n'y a pas des choses régulières. Il y a des répétitions d'un an à un autre, mais cela n'implique pas de la pratique clinique toujours, mais je la fais avec de la recherche et de l'enseignement que Stacy vous a mentionné. Je veux que ça soit très clair. Je voudrais vraiment entendre vos questions à la fin de ma présentation. Donc, je vais passer par les diapos, je vais parler de choses. Écrivez donc pendant ce temps-là vos questions, écrivez-les dans la boîte à clavardage et Stacy et Suzanne vont les regarder et espérons qu'elles pourront soutenir un bon partage d'idées selon les questions que vous allez poser. Donc, avec ces antécédents, je vais sauter directement dans le sujet. Je vais être sûre de pouvoir bouger mes diapos. Donc, voilà. Je vais rapidement dire des choses concernant l'insomnie, mais j'ai besoin de votre aide. Donc, si vous n'avez pas votre boîte à clavardage ouverte, ouvrez-la parce que je veux vous poser des questions et je veux voir vos réponses dans la boîte à clavardage, et ce concernant l'insomnie. Après cela, on va parler brièvement des somnifères, on va parler de quelques enjeux concernant les somnifères et comme Stacy l'a mentionné, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle la TCCI et espérons que cela vous intéressera et que vous voudrez l'explorer davantage vous-même. OK. Alors, continuons. Première question, et cela est vraiment une question interactive. Donc, préparez vos curseurs et menez-les vers la boîte à clavardage. Qu'est-ce qui n'est pas une partie du diagnostic pour l'insomnie? Des problèmes pour s'endormir, rester endormi ou se réveiller trop tôt. Deuxièmement, sentir de la détresse le lendemain parce qu'on n'a pas pu dormir. Troisièmement, avoir l'occasion de dormir mais avoir des problèmes avec le numéro 1 ou le numéro 2. Ou bien le numéro 4, subir le besoin de bouger vos jambes quand vous essayez de vous endormir. Quel point n'est pas une partie du diagnostic pour l'insomnie? Je vois que plusieurs gens disent que c'est le numéro 4 qui serait correct.
Donc, subir le besoin de bouger vos jambes quand vous essayez de vous endormir est en effet un problème que beaucoup de gens ont. Ceci s'appelle le syndrome des jambes sans repos. Ceci est une cause pour l'insomnie, mais ce n'est pas une composante exigée pour la définition. Donc, les points 1, 2 et 3 sont une partie des critères de diagnostic. Vous devez avoir des problèmes pour vous endormir, rester endormi ou vous vous réveillez trop tôt. Donc, l'un des trois ou les trois. Vous vous sentez frustré et en détresse le lendemain, vous sentez que vous avez des problèmes pour fonctionner, vous sentez de la détresse, c'est une partie du diagnostic et vous devez avoir l'occasion de dormir. Si vous faites des quarts de travail la nuit, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous plaindre concernant l'insomnie parce que vous n'avez pas eu l'occasion de dormir. Donc 4 était la réponse correcte. Maintenant, si vous êtes atteint d'insomnie pour 3 nuits ou plus en une semaine, là, vous tombez sous 2 catégories. Soit l'insomnie à court terme si vous subissez cela pendant moins de 3 mois, ou bien si vous subissez des problèmes avec le sommeil pendant 3 ou plus nuits par semaine pour plus de 3 mois, là, cela va s'appeler l'insomnie chronique ou ce qui est devenu un nouveau terme pendant les dernières années, c'est-à-dire le trouble de l'insomnie. Donc, vous pourriez voir ce terme qui est utilisé maintenant. C'est un nouveau terme de l'American Psychiatric Association depuis le 2013, soit le trouble de l'insomnie. Autrement, on l'appelle aussi l'insomnie chronique. OK. Prochaine question pour vous. Là, il s'agit de dire si c'est vrai ou faux, si c'est une vérité ou un mythe. Donc, en ce qui concerne l'insomnie, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Ou bien, qu'est-ce qui est un mythe? Numéro 1, je suis supposé de dormir 8 heures par nuit. Que pensez-vous? Est-ce que c'est une vérité ou est-ce un mythe? C'est un mythe. Donc, la quantité de sommeil correct dépend en fait de vous. Ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont bien le lendemain avec 6, 7, 7 heures et demie de sommeil. Il y en a d'autres qui vont mieux s'ils ont 9 heures de sommeil. Donc, c'est quelque chose qui est hautement variable et ça dépend, ça change dans une personne même. C'est-à-dire, un jour, vous dormez 7 heures et ça va, et puis le lendemain, vous dormez 8 heures et vous ne sentez pas que vous avez bien dormi. Donc ces 8 heures sont venues de quelque part, on ne sait pas de où, mais ce n'est pas une vérité absolue et on ne devrait pas vivre selon ce chiffre. Il faut penser à comment en fait nous nous sentons et si cela est adéquat pour nous un jour ou un autre. Je ne devrais pas me réveiller au milieu de la nuit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce un mythe? Ouais, je vois que beaucoup de gens considèrent que c'est un mythe aussi. Vous savez, c'est normal, ce n'est pas bienvenu, mais à mesure que nous vieillissons, c'est normal de se réveiller au milieu de la nuit. Et c'est normal quand nous vieillissons de se réveiller plus d'une fois ou pendant une période de temps prolongée. Et si l'on recule à l'âge des ténèbres, on a des preuves par où ceci est quelque chose qui a été bien reconnu, surtout avant l'électricité, quand les gens allaient dormir quand le soleil se couchait. Et pour les gens loin de l'équateur, ça prenait longtemps. Donc, on faisait quelque chose, on s'endormissait quand le soleil se couchait et après, au milieu de la nuit, on se réveillait. Maintenant, j'ai de l'insomnie chronique parce que je ne peux pas dormir sans somnifère. Est-ce que cela veut dire que vous êtes atteint d'insomnie quand vous cessez de prendre des somnifères? Ou est-ce que vous pensez que tout ce que je vais dire est un mythe? Ben oui, c'est un mythe. Cesser avec les somnifères fréquemment est la cause du retour de l'insomnie. Donc, dans mon petit monde, en fait, nous parlons de cela comme l'insomnie qui rebondit, ou pour être plus précis, on appelle ça le syndrome du sevrage. Donc, si vous prenez des somnifères pendant des semaines, des mois ou même des années, et vous arrêtez de prendre les somnifères pendant quelques jours, c'est très commun d'avoir plusieurs problèmes
et d'autres symptômes ayant à voir avec le sevrage. Et parfois, je dis que l'une des causes les plus communes pour les problèmes de sommeil chez des personnes atteintes d'insomnie, c'est de cesser de prendre les somnifères. Ce n'est pas l'insomnie en soi. Et finalement, une fois qu'on est un insomniaque, on est toujours un insomniaque, je suis sûre que vous allez dire qu'il s'agit d'un mythe ici. Ouais, c'est certain que c'est un mythe, quelqu'un a écrit. Et moi, je serais d'accord avec vous, c'est un mythe. Donc, il y a une façon de penser à l'insomnie en divisant cela en facteurs, en causes. Et je veux que vous y pensiez comme trois catégories. La première, c'est les facteurs qui vous prédisposent à l'insomnie, c'est-à-dire des facteurs par rapport auxquels on ne peut rien faire, par exemple notre âge. Deuxièmement, les facteurs déclencheurs, ce qui déclenche, ce qui apporte l'insomnie. Donc, par exemple, prendre de la caféine tard la nuit, cela peut déclencher l'insomnie. Ou bien quelque chose comme, par exemple, de mauvaises nouvelles. Un stresseur important dans votre vie, la perte d'une personne aimée, par exemple. Ou, par exemple, entendre que vous venez de perdre votre emploi, cela peut déclencher l'insomnie. Donc, on a des facteurs qui vous prédisposent, des facteurs qui précipitent les choses, mais encore plus important, nous avons les facteurs qui perpétuent les choses, ceux qui font la promotion de l'insomnie et sa continuation. Donc, ces facteurs sont des choses, par exemple, faire la sieste. Si vous sentez que vous ne pouvez pas dormir la nuit et vous ne dormez pas bien fréquemment, ce que vous faites, c'est que vous faites la sieste le lendemain. D'autres gens vont partir très tôt au lit, pensant que s'ils s'en vont très tôt au lit, ils vont en fait pouvoir mieux dormir. Donc aller au lit trop tôt ou prendre la sieste peut être quelque chose que nous appelons un ajustement maladaptif à votre problème du sommeil. Cela rend les choses encore pires en fait. Et une autre façon de perpétuer, disons, l'insomnie, c'est que vous devenez frustré avec le temps, vous êtes conditionné à partir au lit et être frustré. Donc, c'est un phénomène typique. Du moment où vous êtes sur l'oreiller, vous commencez à être préoccupé et cela éveille votre cerveau davantage. Encore plus de problèmes pour vous endormir, bien évidemment. Cela perpétue l'insomnie. Donc, on va parler d'une façon d'aborder ces types de facteurs, tous les facteurs. Pas seulement une ou deux des catégories. Ça me plaît. C'est très, très simple comme résumé parce que c'est extrêmement précis. Qu'est l'insomnie? Bon, l'insomnie veut dire qu'on est fatigué le matin, on meurt de désir de se reposer l'après-midi, mais quand la nuit arrive et on veut dormir, ça ne va pas. Je pense que cela saisit très bien ce qu'est l'insomnie. Maintenant, si vous pensez que les taux d'insomnie augmentent chez les adultes plus âgés quand on vieillit, vous êtes correct. Les données d'études où les chercheurs vont au foyer de milliers de personnes et les ont interviewées de façon randomisée, ils ont trouvé en fait que les gens qui disent qu'ils ont des problèmes d'insomnie, c'est de plus en plus probable à mesure qu'on vieillit. Voilà, là, vous voyez une étude épidémiologique très bonne où les gens plus âgés ont répondu oui, ça me dérange beaucoup le trouble par rapport à pouvoir m'endormir ou rester endormi pendant la dernière année. 25% chez les personnes de 65 à 79 ans. Et si on le compare, c'est beaucoup moins chez les gens de 18 à 34 ans, seulement 14%. Bon, quand j'étais à l'école, ça fait longtemps ça, quand j'étais dans l'école de pharmacie à l'Université de Toronto, on a appris comment gérer l'insomnie. On a parlé de cela de deux façons, la façon pharmacologique et la façon non pharmacologique. Je vais commencer par me concentrer à la façon pharmacologique et à penser aux somnifères. Mais la façon pharmacologique est plus ample que les pilules qu'on apporte de la pharmacie. C'est n'importe quelle intervention pharmacologique. Parfois, on parle de médicaments et substances. Le cannabis a certainement augmenté dans son utilisation pour aider les gens à dormir. L'alcool est quelque chose que l'on utilise. Ça fait
des milliers d'années par rapport à son effet sur le sommeil. Maintenant, quand je parle du cannabis et de l'alcool, en fait, je ne suis pas en train de les recommander, il y a des problèmes avec. Mais je vais commencer par me concentrer à ce qu'on utilise de façon plus commune comme approche quand on va chez le médecin. Il y a certains types de somnifères. Donc, on va regarder ce que les gens utilisent, on va voir si c'est efficace et si c'est sécuritaire. Donc, sur la liste ici, je vais vous rendre de petits pharmacologues. Bon, là sur l'écran, vous voyez la catégorie de médicaments qui est utilisée le plus fréquemment. Ça s'appelle les agonistes des récepteurs de benzodiazépines. Et vous verrez que beaucoup de noms commencent avec le Z. Et les benzodiazépines, deuxième, troisième et quatrième colonne, c'est celle qu'on utilise de façon très commune depuis les années 60. Celle que je suppose la plupart d'entre vous avez entendu mentionner est le diazépam qui est connu comme Valium. Donc le somnifère qui est utilisé le plus communément, c'est en haut à droite et ça s'appelle Zopiclone, soit Imovane. On va en parler dans un couple d'exemples plus bientôt. L'Ativan est très commun, numéro 1 et numéro 2, comme sédatif ou somnifère ou hypnotique. Lorazepam, soit Ativan, et Zopiclone, soit Imovane. Mais tous les somnifères qui sont sur cette page, en fait, font la même chose. Quand ils agissent dans le cerveau, ils rehaussent l'effet d'un des produits chimiques de notre cerveau, un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA est en fait quelque chose qui nous aide à nous relaxer et à dormir. Donc, le plus actif est le GABA, le plus nous pouvons nous endormir. Et tous ces médicaments fonctionnent de la même façon en rehaussant la capacité des GABA de faire ce qu'ils font. Maintenant, il existe d'autres médicaments qui travaillent de façon différente, mais aident les gens à dormir. Et aucun de ces médicaments n'ont été approuvés par Santé Canada avec le propos d'améliorer l'insomnie. Maintenant, Trazodone est un antidépresseur commercialisé sous Desirel et c'est disponible dans toute une série de formulations génériques, mais probablement pour chaque 10 somnifères, c'est un ou deux de ces somnifères. Après cela, on a l'amitriptyline et la doxépine comme antidépresseurs très sédatifs. L'amitriptyline est utilisée pour la douleur chronique, les neuropathies. C'est un antidépresseur en effet, mais on ne l'utilise plus pour le traitement de la dépression à des doses basses. C'est un antihistaminique et les antihistaminiques qui rentrent dans notre cerveau nous rendent fatigués. Donc l'amitriptyline a des effets antihistaminiques. On descend maintenant vers la kétiapine, soit le Seroquel. C'est catégorisé comme un antipsychotique, mais à des doses basses, c'est un antihistaminique aussi. Donc on a deux lignes de médicaments qui n'allaient jamais être utilisés comme somnifères, mais à cause de l'une de leurs actions pharmacologiques, soit étant des antihistaminiques en basse dose, les gens les ont utilisés pour les problèmes du sommeil. Ça a du sens. Si on s'en va à la troisième ligne où on a les antihistaminiques sédatifs où l'on peut les acheter à la pharmacie, on parle avec le pharmaceute ou le médecin et les gens ont de l'expérience à utiliser le Benadryl qui est diphenhydramine. Pour les allergies, on les utilise et c'est un sédatif. Et il y a des gens qui utilisent d'autres antihistaminiques sédatifs qu'on obtient à la pharmacie et à cause de cet effet secondaire, ça aide pour le sommeil. Ces deux choses ne sont pas approuvées par Santé Canada pour être utilisées pour l'insomnie et
ont la tendance à causer d'autres effets et ne fonctionnent pas pendant longtemps après les utiliser pendant plusieurs nuits. Et finalement, il y a la mélatonine. Je suis sûre que les gens s'y connaissent à la mélatonine. Notre cerveau crée de la mélatonine tous les jours à l'heure du coucher du soleil. On libère de la mélatonine, ce qui signalise un changement par rapport au cerveau qui se prépare pour le sommeil. L-tryptophane est un produit chimique qui est disponible à travers de différents aliments et de grandes doses nous font nous sentir sous sédatifs et des produits naturels comme la racine valériane qui nous font nous sentir relaxés. Donc, prochaine question que j'ai à vous poser. Quel somnifère que je vous ai mentionné? Attendez, je recule là, je vais vous montrer cette liste. Et je devrais mentionner que le PR et le C sont en fait les classifications de Santé Canada. Le C veut dire médicaments contrôlés. Donc, c'est dans la loi réglementant certaines drogues et autres substances parce qu'il y a une inquiétude du côté de la police, c'est-à-dire on utilise ces médicaments de façon incorrecte, ça s'en va au marché noir et vraiment tous ces médicaments devraient être catégorisés comme étant des médicaments contrôlés. Alors, de tout cela, de tous ces somnifères, lesquels ont reçu l'approbation de Santé Canada pour être utilisés à long terme pour traiter l'insomnie chronique. Est-ce que vous pourriez deviner? La mélatonine, peut-être? Non, aucun médicament somnifère n'est approuvé pour plus de 4 semaines. Donc, tous les somnifères qui n'ont jamais été considérés par Santé Canada, c'est-à-dire tous les médicaments ont des détails qui disent à être utilisés pour 2 semaines au moins. Il y en a qu'un ou deux qui peuvent être utilisés un maximum de 4 semaines. Et ce n'est pas comme cela qu'on les utilise. Généralement, on les utilise pendant beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Et je vais vous parler des preuves concernant leur efficacité. Sentez-vous libre, je vous prie, de répondre à ces 2 questions dans la boîte à clavardage. Est-ce que pouvez-vous vous endormir beaucoup plus rapidement avec des somnifères que vous prenez de façon régulière, par exemple 2, 4, 6 semaines, et ce, comparé avec un placebo? Donc, est-ce que avec quelle vitesse vous endormez-vous? Il y en a qui prennent 60 minutes pour s'endormir. Les somnifères vont vous aider si c'est comme ça, mais le placebo réduit ce temps aussi, le temps de s'endormir. La réponse est 7 minutes. 7 minutes plus vite. Donc, vous êtes dans une étude où vous ne savez pas si vous êtes en train de prendre un somnifère ou un placebo, la différence n'est que de 7 minutes plus vite pour vous endormir. Et quand vous prenez des somnifères de façon régulière, vous dormez pendant beaucoup plus longtemps si vous comparez au placebo. Et la réponse est 15 minutes de plus. Donc, on utilise ces somnifères énormément au Canada et dans le monde entier. Et je ne pense pas que les gens apprécient que voilà l'étendue de leur avantage. Donc, continuons et parlons maintenant de en quelle mesure ces médicaments sont sécuritaires. Et je vais parler des inquiétudes principales que nous avons avec ces somnifères. Les benzodiazépines, c'est ce à quoi on va se concentrer, mais la plupart de l'information s'applique à tous les médicaments sédatifs. Donc, une chose, quand on mélange les benzodiazépines avec d'autres médicaments, on a tous entendu pendant les dernières années qu'on a des inquiétudes par rapport à la crise des opioïdes. Le risque, le taux d'utilisation des opioïdes a beaucoup augmenté pendant les 20 dernières années. Et si on le combine avec d'autres médicaments qui causent que l'activité cérébrale se voit réduite, là, on a une augmentation dans les taux de décès par surdose. Et pendant les dernières 20 années,
le risque de décès par surdose est 8 fois plus élevé chez les gens qui combinent les benzodiazépines avec les opioïdes. Même chose est vrai pour d'autres combinaisons. Donc, ce n'est pas seulement les opioïdes, mais aussi d'autres médicaments qui sont aussi sédatifs. Et il y a de différentes catégories de médicaments. Mais les benzodiazépines vont ajouter au risque à cause des problèmes cognitifs qui sont associés à ces autres médicaments. Et je devrais ajouter que des substances comme le cannabis et l'alcool aussi. Ils augmentent le risque d'avoir des chutes qui causent des blessures. Le risque augmente de 60%. En particulier, la plupart des recherches à voir avec des blessures qui causent des fractures, des os brisés. Donc, le risque augmente de 66%. Mais les fractures de la hanche sont très importantes à cause du taux élevé de décès de 40 à 50% comme taux de mortalité pendant le premier ou 2 premiers mois après la fracture de la hanche, et l'utilisation des benzodiazépines augmente le risque de fracture de hanche de 50 à 90% dépendant de l'étude que vous analysez, ce qui n'est pas bien reconnu. Et là, c'est de l'information que je partage avec les médecins de famille, les psychiatres, etc. par rapport aux benzodiazépines, c'est qu'on a une augmentation dans le risque d'être atteint de pneumonie et de décès liés à la grippe. Et cela augmente chez les personnes âgées. Ce qu'on identifie, c'est que les benzodiazépines non seulement affectent la chimie du cerveau, mais aussi l'immunologie et semblent réduire la réaction de nos cellules sanguines blanches pour réduire le risque à avoir une infection bactériale secondaire à la suite d'une infection virale. Donc, on a fréquemment la grippe qui est un virus. Il y a des gens qui sont à risque plus élevé d'avoir une infection bactériale à la suite de cette infection virale. Et l'on dirait que si vous êtes en train de prendre une benzodiazépine quand vous développez la grippe, là, vous avez un risque plus élevé de développer une pneumonie bactérielle et un risque beaucoup plus élevé de mourir à cause de cette complication de la grippe. Maintenant, l'une des choses concernant les benzodiazépines, c'est le risque des chutes. Et il ne s'agit pas seulement d'une inquiétude par rapport à avoir une blessure à cause de la chute, mais quel est l'effet sur la confiance que la personne a d'avoir une activité quand on ne se sent pas très stable à cause des effets secondaires des benzodiazépines. Je ne vais pas vous surprendre quand je vous dis qu'on fait des études avec des gens qui prennent des benzodiazépines. Les gens tendent à bouger davantage. Le test Romberg, ça s'appelle. Peut-être le médecin vous a déjà demandé, fermez les yeux et il vous regarde. En fait, il regarde si vous êtes équilibré, en équilibre quand vous fermez vos yeux, et l'équilibre se voit réduit quand on prend des benzodiazépines. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent moins stables sur leurs pieds et qui ont davantage d'expérience avec des chutes qui ont fait qu'ils doivent aller chez le médecin ou aux urgences. Et à cause de ces expériences, ils commencent à faire un retrait, à s'isoler. Il y a des preuves que cela a lieu. Une autre inquiétude majeure, un domaine de recherche auquel je travaille avec des autres, est l'effet des somnifères sur la conduite de voiture. Et Zopiclone, qui est le somnifère numéro 1 qu'on utilise au Canada, si on le prend la nuit et après cela on conduit 10 ou 11 heures plus tard, les études de conduite ont montré, c'est-à-dire les gens ont pris les somnifères, ont dormi, se sont levés et ils commencent à conduire le lendemain, les études montrent que le niveau de problème dans votre capacité de conduire est le même que si vous prenez 2 ou 3 shot de vodka et après 1 heure plus tard vous conduisez. C'est un taux d'alcoolémie de
0,08 ici, c'est ce que je montre. Donc imaginez-vous, si vous êtes quelqu'un qui prenez un somnifère et le lendemain, peut-être vous allez chez votre fille pour prendre soin de ses enfants le matin parce que vous êtes le soignant naturel des enfants pendant que votre fille s'en va au travail ou vous devez faire quelque chose, disons, le lendemain pour votre job. Disons, votre job exige que vous opériez une espèce de machinerie ou conduire ou quoi que ce soit. Et quelqu'un a dit qui se sentent un peu somnolents le lendemain. Le zopiclone, beaucoup de gens le reconnaissent, mais pas tout le monde reconnaît que cela a un effet de ce genre le lendemain. Le lendemain, 11 heures plus tard, cela affecte encore les gens. Ce qui est connu depuis qu'on utilise ces médicaments, c'est leur effet sur la mémoire. Quand on prend un somnifère, c'est plus difficile de se rappeler ce qui s'est passé après les prendre. Ça s'appelle l'amnésie rétrograde. Ça veut dire que vous n'êtes pas aussi éveillé, vous ne vous rappelez pas si bien des choses, vous ne pouvez pas réagir aussi vite à de la nouvelle information et ceci augmente le risque à faire des accidents d'automobile. Et côté démence, il y a des études qui montrent une corrélation avec l'utilisation de ces médicaments et le déclin cognitif ou la démence. Que ça soit causatif ou pas, ça, on ne l'a pas encore déterminé, mais on sait qu'il y a au moins une corrélation. Maintenant, dernière inquiétude que je vais partager avec vous est l'augmentation d'une dépendance physique. Et il y a des gens qui ont une dépendance psychologique. Et cela se voit dans le cycle vicieux de l'insomnie. Vous avez l'insomnie au haut, vous allez autour de l'horloge, à 1 heure à peu près, vous commencez à prendre le somnifère, vous êtes somnolent, ça vous aide, mais après un temps, le somnifère n'a plus le même effet, ce n'est plus si avantageux, 7 ou 8 heures. Là, vous prenez 2 somnifères pour augmenter l'effet. Et l'effet est là, mais pas comme au début. Donc, on a une utilisation chronique et on a de moins en moins d'avantages du somnifère. Et à un certain moment, disons que vous n'en avez plus ou ce n'est plus ordonné par le médecin, quoi que ce soit, vous cessez d'utiliser le somnifère et là, vous avez le syndrome de sevrage. Et la première chose qui se passe avec le sevrage, c'est l'insomnie. Mais on peut avoir d'autres signes et d'autres symptômes que l'on subit, l'anxiété, l'irritabilité, les maux de tête, la sueur, les battements de cœur, une sensibilité au bruit. Et vous savez qu'est-ce qui vous l'enlève? Vous prenez un autre somnifère et après une demi-heure, là, le syndrome de sevrage est parti. Alors imaginez-vous que cela est un effet qui renforce les choses tellement, cela veut dire que vous avez besoin du somnifère ou vous vous rendez compte que vous dépendez de ces somnifères. Alors comment vous en débarrasser? Alors cela nous apporte à un terme qui est devenu très commun dans mon monde, peut-être pas le vôtre, ça s'appelle la déprescription. Beaucoup de gens savent tout sur les prescriptions, les ordonnances, comment commencer les médicaments, mais comment arrêter les médicaments de façon sécuritaire quand c'est la chose correcte à faire, c'est ça la question. Maintenant, je vais vous poser une question. Voici Peggy, elle a 77 ans, cette dame, et elle a été traitée avec les benzodiazépines pendant 10 ans et elle prend d'autres médicaments pour d'autres enjeux de santé. Quelle est, pensez-vous, la probabilité qu'elle cesse de façon spontanée et réussie de prendre ces somnifères, les benzodiazépines, pendant les 6 mois prochains, si elle les prend déjà pendant 10 ans? 0, 5, 25, 50 ou 90%? Oui, vous savez, je vois des réponses entre 0 et 5%. Vous savez, qu'est-ce qui ferait que Peggy pense que c'est une bonne idée de cesser de les prendre? À moins que son médecin parle des différents enjeux. Elle n'est pas intéressée à en parler et eux, ils ne pensent pas qu'elle soit intéressée à en parler. Donc l'utilisation du médicament n'est pas vérifiée. Maintenant, disons qu'on lui donne ces 2 brochures. L'une qui s'appelle « Vous
pourriez être à risque si vous prenez l'un des médicaments sédatifs hypnotiques suivants, et une autre brochure qui s'appelle Comment bien dormir sans des médicaments. Pensez-vous que cette information imprimée, ces livrets pourraient l'aider? Bon, ben, cela a été étudié par un groupe de chercheurs à Montréal, une étude très bien connue de nos jours par les gens qui se trouvent dans le domaine de la gestion de l'insomnie. Les patients étaient des gens d'à peu près 75 ans qui prenaient à peu près 10 médicaments par jour et ils prenaient leur benzodiazépine à peu près 10 ans déjà. L'insomnie, la raison pour prendre les somnifères pour l'insomnie ou l'anxiété, les gens ont été alloués de façon randomisée à soit prendre les études ou à finir l'étude et après prendre le livret. Donc, d'abord, on leur a donné celui-ci et après cela, on leur a donné celui-là et ils ont dit bien évidemment, et le groupe témoin n'ont pas obtenu celui-là jusqu'à la fin de l'étude. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que si l'on prend ce livret, les gens comme Peggy ont cessé de prendre les somnifères dans les 6 mois suivants. Et ceux qui ont continué sans livret, 4,5%. Donc, ceux qui avaient dit 5%, vous étiez correct par rapport à ce qu'on a trouvé dans cette étude. Donc, que de recevoir le livret a déjà eu un effet sur le confort des gens et cela a causé ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Bon, je vais vous montrer un peu le livret qu'ils ont reçu d'abord. Le livret You May Be at Risk. Donc, il y avait des questions, il y avait des réponses aux questions. On a dit aux gens plusieurs choses qui peut-être les inquiéteraient par rapport aux somnifères. On les a fait réfléchir à travers des questions qui se sont posées eux-mêmes. Il y a une liste d'alternatives par rapport à comment bien dormir, une histoire très positive d'une femme qui a pu réussir à cesser d'utiliser les somnifères après très longtemps et vraiment on les a aidés à voir comment réduire, diminuer l'utilisation des somnifères le long de 18 semaines de façon sécuritaire. Beaucoup de gens sont partis chez les médecins ou les pharmacologues pour recevoir de l'aide là-dessus. Mais quand on les voit ensemble, tous ceux qui ont reçu ce livret, 30% ont réussi. Donc, il y a un lien là et je pense que c'est déjà dans la boîte à clavardage pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés à obtenir une copie parce que on a un réseau de déprescription canadien. Vous pouvez obtenir une copie imprimée. On peut vous l'envoyer par courrier ou bien vous pouvez l'imprimer dans votre imprimante. Donc, continuons maintenant et parlons de ce qui est considéré comme la première thérapie pour l'insomnie, la meilleure. On utilise les somnifères aujourd'hui comme s'ils étaient la meilleure thérapie, mais ils ne le sont pas. Donc, l'American College of Physicians recommande la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, en anglais CBTI, en français TCCI, pour l'insomnie chronique. Maintenant, le groupe de recherche européen concernant le sommeil fait la même recommandation et indique qu'on ne doit offrir une option pharmacologique quand on n'a pas de TCCI disponible. Et les lignes directrices canadiennes, et j'ai été impliquée à leur développement, on les a publiées cette année, c'est disponible à ccsmh.ca, parle de l'utilisation des somnifères, des benzodiazépines et comment éviter de devenir dépendant si on est une personne plus âgée. Ces lignes directrices parlent de TCCI aussi et comment éviter l'utilisation des sédatifs, des somnifères plutôt, l'éviter à moins que la TCCI échoue. Bon, c'est quoi donc la TCCI? C'est le meilleur traitement pour l'insomnie tel que recommandé par des groupes au niveau international. Il y a de différents formats en ce moment. Il y a 20 ans,
on allait chez un thérapeute et on voyait le thérapeute au bureau, mais maintenant, il y a des approches d'aide de soi-même qui réussissent. Il y a des services aussi sur l'Internet, je vais vous le montrer. Ça prend de 4 à 8 semaines, mais en 2 semaines, il y a déjà une amélioration au sommeil. Et à différence des somnifères, quand on a fini avec cette approche, en fait, cela prouve prévenir l'insomnie de retourner. Parce qu'en fait, vous avez appris à gérer votre sommeil d'une façon que l'insomnie ne peut pas retourner. Il y a 5 composantes à la TCCI. La plupart des gens qui utilisent la TCCI n'ont pas besoin d'utiliser les 5 composantes pour que le sommeil retourne. Et bien évidemment, c'est moins risqué que de prendre des somnifères. Donc, parlons un peu des choses en détail. Donc, il y en a d'entre vous qui connaissent le conseil par où, si vous n'êtes pas endormi après 20 minutes dans le lit, vous devriez partir de la chambre à coucher. Je dois vous ajouter, vous devriez établir une heure spécifique où vous planifiez aller dans la chambre à coucher pour dormir. Vous devriez le faire de façon régulière. Mais si vous n'êtes pas somnolent, n'allez pas au lit. Ne faites pas, faites des choses pour vous préparer pour aller au lit. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas somnolent, sortez de la chambre à coucher et faites quelque chose de très ennuyeux. Est-ce que vous avez déjà lu peut-être, voyons, qu'est-ce qui serait très ennuyeux comme livre qui vous aiderait à vous endormir? Pas en ligne, non. Vous ne lisez pas sur le téléphone. Moby Dick, est-ce que ça vous ennuie peut-être? Trouvez-vous que ça vous amuse? Non. Alors ne le prenez pas. Il faut que ça ne vous impressionne pas comme livre. Alors, quand vous êtes fatigué, vous allez au lit, vous éteignez la lumière et si vous n'allez pas dormir, laissez la chambre. C'est vous qui êtes en contrôle. Et vous ne retournez au lit que quand vous êtes somnolent. Et faites-le jusqu'à ce que vous endormez. Ceci est très important pour des gens qui ont une association très négative entre le sommeil et la chambre à coucher et essaient de le corriger. Vous pouvez lire un dictionnaire. Moi, je pense que c'est formidable ça. Alors, vous pouvez visiter notre site web pour les recommandations. Le site web est mysleepwell.ca. Vous cliquez un peu partout, allez à ce site web et lisez sur la TCCI et on a des outils là pour vous aider à vous soutenir, à utiliser toutes ces choses-là. Après cela, on a ce qui s'appelle Sleep Drive, le moteur du sommeil. C'est très efficace comme intervention pour l'insomnie. Vous commencez par compléter un journal du sommeil de 7 à 14 jours pour voir quels sont vos chiffres par rapport au sommeil, disons. Et là, vous avez une moyenne. Combien d'heures de sommeil obtenez-vous en moyenne, en total? Et c'est avec ce chiffre que vous commencez. C'est votre ordonnance de sommeil. Donc, du côté droit, vous voyez que si vous dormez 6 heures de sommeil en moyenne pendant les 2 dernières semaines, selon votre journal, vous ne devez être au lit que pendant 6 heures. Vous allez plus tard dans le lit et vous choisissez l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Vous reculez. Vous voulez vous réveiller à 6h30, donc vous allez au lit à midi et demi. Minuit plutôt et demi. Donc ce que vous faites avec votre journal, c'est de mesurer l'efficacité de votre sommeil. Combien de temps vous dormez par rapport au temps que vous êtes dans le lit. Une fois que vous êtes en dessus de 85%, vous avez plus de temps au lit. Donc cela vous aide à consolider votre sommeil et à vous débarrasser de vos associations négatives d'être au lit, frustré, inquiet, etc. Donc ça prend 2 à 3 semaines pour avoir de plus en plus de temps au lit. Autre composante là-dessus, en plus des composantes que j'ai mentionnées, l'hygiène du sommeil arrive un peu plus tôt, mais c'est quelque chose que les gens ont essayé
pour améliorer leur sommeil. Donc fréquemment, l'hygiène du sommeil n'est pas la composante la plus efficace de la TCCI. Les techniques de relaxation sont très utiles pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et la thérapie cognitive, pensez à votre façon de dormir, préparez votre cerveau à dormir. C'est très important pour quelques personnes, mais pas très importante pour d'autres. Si vous voulez apprendre davantage là-dessus, nous recommandons de différents outils et de différents, ce que j'appelle le programme pour la TCCI, et vous les trouvez dans mysleepwell.ca, dont le propos est de faire que les gens aient accès à la TCCI. Donc voici un cours de traitement de TCCI, voici les 7 jours OO. Vous commencez avec le journal du sommeil, vous apprenez sur l'hygiène du sommeil, le contrôle, le moteur du sommeil, une technique, et après on fait l'emphase sur la relaxation et la gestion de vos pensées, la 4e semaine, etc. Et vous les maintenez. Donc, vous n'utilisez pas le tout en même temps. Il y a beaucoup de preuves, en fait, énormément de preuves concernant l'efficacité de la TCCI chez des gens qui sont soit plus âgés, soit plus jeunes, ou des gens qui sont inquiets par rapport à la dépression ou d'autres inquiétudes côté santé mentale, même des conditions de santé physique, qu'il s'agisse de choses qui ont à voir avec de la douleur, ou si vous avez été atteint ou êtes atteint de cancer ou la fibromyalgie. Là, je vous donne une idée de la gamme, le TDSP, toute une série de choses. Et les études, que vous ayez reçu la TCCI d'un livre ou d'un thérapeute ou en ligne. Donc, comment obtenir accès à la TCCI? Et c'est ce que notre site web aide à faire. Donc, vous allez à Sleepwell et là, vous avez de l'information sur l'insomnie, les somnifères, la TCCI et encore plus important, Sleepwell recommande. C'est la chose la plus importante. Donc là, il y a des livres qui vous aident à faire un programme que vous gérez vous-même. Sink into Sleep est celui que je recommande le plus. C'est une psychologue de Queens qui l'a écrit. On aura une deuxième édition en novembre, mais c'est très facile à utiliser et je pense que c'est très efficace. Les autres, par exemple, The Insomnia Workbook, qui se concentre à des choses un peu différentes. Si vous voulez d'autres détails, ils sont disponibles dans mysleepwell.ca si vous voulez des détails concernant ces livres. Mais si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, commencez avec Sink into Sleep et vous n'allez pas vous tromper, c'est certain. Maintenant, si vous aimez plutôt les applis, il y a des applis pas chères, par exemple Go to Sleep de la Cleveland Clinic Wellness. C'est à peu près $40. Ils vous contactent, vous utilisez l'appli et ils vous fournissent toutes les composantes à mesure que vous faites des progrès et vous pouvez le faire avec votre ordi aussi, ça ne doit pas être au téléphone. Mais vous passez par les composantes de la TCCI. Et si vous voulez voir un psychothérapeute, il y a un groupe à Montréal, mais c'est des thérapeutes de partout dans le pays. Ça coûte $100 par session. Ils recommandent 5 sessions. Il se pourrait que votre assurance santé pourrait le couvrir, donc vérifiez-le. On vous donne une demi-heure avec un thérapeute sur le téléphone, en direct, comme ce qu'on est en train de faire ici, mais c'est plutôt une interaction visuelle avec votre thérapeute, donc une session où l'on parle avec le thérapeute. Et je vais terminer par reculer un peu. C'est d'un livre que j'ai trouvé sur les étagères de ma grand-mère il y a très longtemps. Et quand je le lis maintenant, je me rends compte que ce que je vous ai mentionné maintenant est quelque chose qui est connu, ça fait très longtemps. Quand on est au lit, le meilleur est de ne pas anticiper une mauvaise nuit ou de penser de façon délibérée à s'endormir. Là, vous avez déjà la thérapie cognitive. Celui qui en souffre devrait être inquiet seulement de se sentir confortable, voilà l'hygiène du sommeil, et devrait essayer de cesser de penser. Thérapie cognitive. Avertissement.
Ce n'est pas bon d'utiliser des somnifères, excepté si le médecin vous dirige de le faire. Ces médicaments sont dangereux quand on les utilise de façon inadéquate et ils sont généralement pas nécessaires si on utilise des moyens naturels. C'est tellement proche à ce que je viens vous dire pendant 45 ou 50 minutes aujourd'hui. Au nom de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et tous les participants, nous voudrions vous remercier beaucoup.